Nous allons poursuivre avec ces assises et une nouvelle table ronde avec Leïla de Comarmont qui vient de s'installer, Simon Roger qui est également avec nous, Leïla, présidente de la Société des journalistes aux Échos, Simon, rédacteur en chef du service Planète qui concerne l'environnement et les sciences au journal Le Monde. Oui, c'est ça. Et nous avons, normalement, si tout se passe bien, je vais me mettre ici d'ailleurs, une liaison avec Montréal, le Québec, la province du Québec, le Canada, donc avec Monsieur Yves Gingras. Monsieur Gingras, vous nous entendez? Oui, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Ça fait plaisir d'entendre votre accent de cousin québécois, parce que c'est comme ça qu'on vous appelle, vous le savez très bien, nous autres les maudits français. Ouais, et maintenant que vous avez un premier ministre qui a un accent, ben ça fait moins surprenant. C'est vrai, c'est vrai. On a fait sortir les particularismes régionaux en France, comme vous le faites également au Québec en parlant le vieux français, François. Yves Gingras, dans un instant j'arrive, on va ouvrir cette thématique et ce débat sur la fabrique du binaire. Alors, les médias doivent-ils résister à la fabrique du binaire? Alors, pour ou contre? Le masque, les vaccins, l'hydrochloroquine, le professeur Didier Raoult, bref, l'essence même de proposer du pour ou du contre dans un sujet, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que nous devons être critiques à ce sujet et est-ce qu'il existe d'autres modèles? Est-ce que ça existe ailleurs? Leïla, honneur aux femmes, parce qu'on a entendu qu'on n'entendait pas assez souvent les femmes sur les plateaux de télévision ou chez les experts. Leïla, c'est vous qui ouvrez le bal de cette table ronde et de ce débat. À mon avis, pour discuter sur ce sujet, il faut peut-être planter d'abord le décor pour comprendre ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé pendant le confinement, ce qui s'est passé pendant les premières semaines après l'épidémie, parce qu'on peut remarquer d'ailleurs un fort contraste avec ce qui se passe aujourd'hui. Et ce qui s'est passé pendant les premières semaines de l'épidémie, moi j'aurais tendance à rapprocher ça peut-être d'une pièce de théâtre de Molière, mais au XXIe siècle 2.0. Vous avez le médecin, qui est un personnage charismatique avec un look un peu druidique, un scientifique renommé, c'est important, et puis qui joue le match PSG-OM. Vous avez le décor. Le décor, c'est notamment, évidemment, Marseille, province contre Paris. Et l'intrigue, c'est ce satané virus qui nous tombe dessus et sur lequel, en fait, on fait un saut dans l'inconnu. À la période où on a le cas Raoult, on peut dire, c'est une période où on ne sait rien ou pas grand-chose. C'est une période où on ne sait pas véritablement comment on peut se protéger de ce virus. On ne va pas refaire le match du masque ou pas masque. C'est une période aussi où, même si ça avait déjà été commencé avant, les libertés publiques sont atteintes. Je vous rappelle que c'est le début des contraventions lorsqu'on sort sans son autorisation. Donc il y a plein de choses comme ça, avec une incertitude majeure, un climat extrêmement angoissant. Et donc, on se retrouve dans un contexte où celui qui a la solution, il a le Graal. Et donc, quelqu'un arrive à ce moment-là. Il y a une revue de l'INA, un numéro de la revue de l'INA qui est très intéressant parce que quelqu'un arrive, il s'appelle Didier Raoult, pas forcément connu de beaucoup de monde. Et ce monsieur, il arrive, le 20 et le 27, il publie 2 études. Et il dit qu'il a la solution. D'ailleurs, entre parenthèses, moi j'ai des journalistes marchés, puisque moi je suis aux Échos, c'est un journal économique, et d'ailleurs je n'ai pas traité ce sujet-là. Alors l'inconvénient, c'est que je n'ai pas la connaissance totale du fond du dossier. L'avantage, c'est que j'ai du coup une capacité à m'en extraire. Mais je discute avec des journalistes marchés qui me disent les marchés adorent
Les marchés adorent un Didier Raoult parce que c'est la certitude. Parce que dans ce climat d'incertitude qui a des effets en chaîne personnels, sur le travail, sur l'économie, on cherche le Graal. Et donc cette vision binaire, je pense que c'est assez intéressant de la replacer dans le contexte. Alors avant de traverser l'Atlantique, venir vous voir Yves Gingras, j'aimerais qu'on écoute Simon Roger. Ça vous permet de nourrir également votre réflexion par rapport à notre actualité et le cas qui nous préoccupe, en l'occurrence l'illustration de l'hydroxychloroquine. Voyez-vous, j'en perds un peu mon latin. D'ailleurs, il a fallu que je fasse un petit peu plus de latin pour m'y connaître. Et c'était le cas de pas mal de journalistes. Simon Roger, la fabrique du binaire. Alors, pour répondre, ça va être long de répondre à la question sur est-ce qu'il faut résister à cette fabrique du binaire. Ce qui est sûr et que moi je constate, et notamment avec tous les journalistes du service Science, donc Science adossé à Planète dans la couverture de cette pandémie, là où il faut résister, c'est qu'il faut résister à la tentation ou en tout cas ce qui se passe autour de nous, qui est un phénomène d'accélération phénoménale de l'actualité scientifique, des publications scientifiques, des demandes qu'on fait d'expertise auprès de la communauté scientifique. Et ça, c'est le boulot que font jour après jour les journalistes, et résister à cette sorte d'accélération de l'histoire qui produit, qui aussi amène certaines simplifications, notamment en termes de données épidémiques ou par rapport à des traitements, des vaccins, etc. Donc sur le cas Raoult, effectivement, l'idée étant peut-être un peu de s'en extraire, en tout cas de voir en quoi le cas de Didier Raoult incarne des tendances lourdes de ce qui se passe dans les questionnements scientifiques aujourd'hui. Alors, l'un des aspects qu'il faut juste avoir aussi en tête, c'est que Raoult se positionne sur le sujet très vite. Alors, certes, je pense qu'il y a peu de gens qui doutent de ça. C'est un microbiologiste, l'un des meilleurs au monde. Pour autant, ses prises de position sur l'hydroxychloroquine qui prescrit donc dans les hôpitaux de Marseille, ça, c'est un sujet plus compliqué, sachant que les unes après les autres, les études qui ont commencé à travailler de manière un peu sérieuse et systématique sur les effets de l'hydroxychloroquine ont tendance à montrer des effets négatifs, délétères de l'hydroxychloroquine sur les patients, notamment des effets d'arythmie cardiaque, ce genre de choses. Donc, en tout cas, le traitement miracle prôné par Didier Raoult, je pense qu'on est très très loin de la réalité. Simplement, Raoult est l'un des premiers qui se positionne là-dessus. De mémoire, le 25 février, il y a une vidéo qui d'ailleurs nous intrigue pas mal parce que Hervé Morin et l'équipe du Cahier Science connaissent déjà Didier Raoult, mais dit attention, Raoult revient dans la scène, il faut au moins écouter ce qu'il dit et comment les choses vont ensuite se décanter. Donc vidéo Didier Raoult postée qui s'intitule Fin de partie et qui explique de manière très très simpliste et très rapide que l'hydroxychloroquine, donc cet anti-paludéen, va permettre de traiter les formes de Covid et que sur ces patients à Marseille, ça marche. Et il dit aussi d'ailleurs c'est l'une des infections respiratoires les plus simples à gérer, donc on va être très 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 vite débarrassé du SARS-CoV-2. Donc juste tout ça pour dire que on est déjà dans une première alerte, en tout cas un premier message qui est on est dans une épidémie qui démarre seulement, qui est maintenant une pandémie. On est dans un état de connaissance scientifique. Leïla disait quand ça démarre au mois de mars, on sait très peu de choses du coronavirus. Là, on est début octobre, on sait toujours très peu de choses du coronavirus. On n'arrête pas de suivre, d'essayer de suivre les publications sur plein de domaines, sur la question des vaccins, sur la question de la contagiosité des enfants ou pas. Et là encore, les données, alors les données ne varient pas, mais les données s'agrègent au fur et à mesure et les conclusions sont très 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 compliquées à faire. Donc on est en tout cas face à un phénomène d'accélération qui est assez phénoménal et contre lequel il faut absolument lutter. Yves Gingras, alors à l'Université du Québec à Montréal, je rappelle que vous êtes directeur des sciences et des technologies là-bas. Comment vous voyez les choses en ce qui concerne cette société binaire, l'information binaire? La société ne fonctionne, vous le dites, que s'il y a de la confiance. Est-ce qu'il peut y avoir de la confiance avec une information dite binaire? Je suis entièrement d'accord avec le portrait qui vient d'être brossé, donc d'un contexte d'ignorance, d'incertitude. La difficulté de ne pas produire du binaire, elle est effectivement très forte. Et si j'en reprends l'exemple qui a été mentionné du docteur Didier Raoult, je crois qu'il faut additionner une variable. C'est pas seulement le fait que, Raoult se prononce et dit constamment qu'il est une autorité mondiale, mais c'est le fait que la solution qu'il apporte au tout début de la pandémie, c'est une solution rassurante. Il n'est pas en train de dire
ah, c'est dangereux, l'épidémie va être épouvantable. Il est en train de dire, oh, mes amis, faites-moi confiance, c'est une petite grippette et tout ça va se régler grâce à l'hydroxychloroquine, c'est réglé, allons se coucher, il n'y a rien à voir. Là, les gens se disent, OK, sauvés par le grand Didier Raoult. Par contre, ceux qui connaissaient peut-être un peu Didier Raoult pouvaient déjà se dire, oui, mais Didier Raoult, oui, c'est un chercheur qui a fait des travaux en virologie, on ne remet pas ça en cause. Mais la personnalité de Didier Raoult est venue exacerber le caractère binaire, parce que Didier Raoult ne fait pas dans la dentelle, même comme scientifique. Or, la difficulté pour un journaliste qui souvent ne comprend pas le contenu scientifique et technique, c'est de se dire, oui, mais c'est d'avoir une clochette qui dit, mais tout ça semble un peu trop simple. Allons peut-être voir ce qui se passe ailleurs, qu'en pensent les autres à propos de ça, et tout de suite de dire, attention, il faut attendre la confirmation. Parce que comme on l'a dit, le virus est nouveau, on ne connaît pas ses propriétés, et la science, le problème de la science, c'est que la temporalité de la science, elle est longue. Or, la temporalité des médias, vous le savez, elle est très courte. Donc, il y a une contradiction radicale et insurmontable de l'écart de temporalité entre le court terme et le long terme. Donc, je dirais qu'au moins un réflexe qu'on doit développer, c'est de ne pas se laisser rouler par l'argument de l'autorité. Et je mentionnerai un seul exemple. Prenons un prix Nobel de médecine. On se dit, il est prix Nobel de médecine, il doit savoir de quoi il parle. Qui est cet individu? Luc Montagnier. Vous connaissez le docteur Luc Montagnier, prix Nobel de médecine pour la découverte du sida, mais qui aujourd'hui va sur tous les plateaux délirer sur la mémoire de l'eau, sur le fait que le virus du COVID a été fait dans le laboratoire de Wuhan. Mais il n'y a pas un journaliste qui va donner la parole à quelqu'un qui, bien qu'il ait eu le prix Nobel, aujourd'hui, nage en plein délire depuis environ une quinzaine d'années. Donc, c'est très difficile de résister à la fabrique du binaire, mais il faut faire le maximum pour dire, on est désolé, on n'a pas la réponse parce que la science est en action. Et ce que Raoult dit aujourd'hui, disons qu'on est en février, il va falloir attendre quelques mois, 2-3 mois, pour confirmer son hypothèse qui est intéressante, mais qui s'est avérée depuis, comme on vient de le dire, non pas la solution miracle, au contraire, la pandémie, elle est réelle et on ne peut pas la nier, mais on n'a pas de solution. Et à tous ceux qui croient et qui répètent constamment, encore hier ici au Québec à la télé, qu'on attend un vaccin, il faut rappeler qu'il y a autre chose que des vaccins. Il y a aussi des produits médicaux. Hein? Le sida n'a pas de vaccin après 40 ans de travaux, après des milliards de dollars et des dizaines de milliers de chercheurs. On espère avoir un vaccin bientôt, mais il ne faut pas donner l'impression que c'est certain qu'on va avoir un vaccin. Mais je conclue en disant que l'incertitude, c'est la chose la plus difficile à faire passer dans les médias. Les gens veulent de la certitude. Or, Raoult leur a donné de la certitude du haut de son ego disproportionné et de son capital symbolique de grand chercheur mondialement reconnu, mais à la personnalité clivante. Bah écoutez, Yves, merci. Vous restez bien sûr avec nous. Moi, j'aurais envie de rebondir. Justement, l'incertitude, c'est vrai que c'est quelque chose, c'est un mot qui revient sans cesse depuis hier, ici, aux Assises internationales du journalisme de Tours. C'est vrai que pour des journalistes généralistes, des journalistes scientifiques, c'est un petit peu plus simple peut-être à expliquer pour les journalistes scientifiques, quoique, la temporalité de la recherche, c'est pas la temporalité de l'actualité. Il y a un vrai problème effectivement avec cette pandémie, alors qui était peut-être sous-jacent, enfin bon, plus tôt, mais là qui est vraiment très flagrant. C'est effectivement, moi je vois en tout cas les collègues du service sciences, et d'ailleurs comme on est aussi ceux qui leur demandons, en discutant avec eux, leur commandons les papiers. Je vois une sorte de réflexe permanent qui au début me disait mais non c'est bizarre, mais de mettre la pédale sur le frein. Mais en fait le truc c'est que effectivement c'est des mécaniques, soit expliquer le fonctionnement d'un traitement, c'est des choses qui prennent du temps. Les publications, c'est pas, enfin, je sais pas si vous avez déjà lu des publications dans Science ou Nature, si vous regardez un peu les annexes, etc.
il faut maîtriser un peu, il faut prendre un petit peu de temps, il faut appeler des chercheurs, il faut appeler des co-auteurs de l'étude, mais aussi des gens qui sont extraits de l'étude pour avoir un regard différent. Et donc là, on est dans un phénomène où, au contraire, alors sans doute pour combler ce vide et cette angoisse collective, on a envie de paroles fortes et rassurantes. Donc Didier et Raoult peut se glisser dans ce rôle-là ou d'autres. Mais on est effectivement dans un moment qui, au contraire, mériterait aussi de prendre du temps, de prendre de l'expertise. Il y a des questions, on va peut-être l'aborder, la question des vaccins. Alors, certes, on n'arrête pas de dire, d'écrire, donc si on l'écrit, c'est peut-être finalement un petit peu vrai aussi, qu'on mettra peut-être au point un candidat vaccin, en tout cas un vaccin contre le coronavirus, dans un délai record, qui est un délai de plusieurs mois, alors qu'à d'habitude, c'est plusieurs années, certes, mais il n'empêche que pour l'instant, on est loin du compte. Je ne sais pas si vous vous souvenez, une des petites... c'était presque drôle, enfin c'est drôle sur un sujet qui l'est pas, mais la révélation, en tout cas le faux scoop du vaccin russe au milieu de l'été, c'était mi-août, où Vladimir Poutine, le ministre de la Santé russe, disent avoir trouvé un vaccin qui permet d'éradiquer le coronavirus. Donc qu'est-ce qu'on fait? Enfin bon, on va pas publier une dépêche ou écrire un papier dans la foulée pour dire ce vaccin existe, etc. En creusant un peu, on s'aperçoit qu'au-delà de l'effet d'annonce, c'est un vaccin, c'est des études qui sont faites en phase 1, c'est-à-dire ou phase 2 d'ailleurs, je crois, c'est-à-dire les phases où on teste un peu l'efficacité du produit sur un panel restreint. Et que de toute façon, pour parler d'un vaccin qui soit efficace, avant même de parler de son industrialisation, il faut qu'on arrive dans une phase 3, qui est une phase où on l'administre à des milliers de patients et on voit ce que ça donne. Le vaccin russe qui s'appelle Sputnik 5, à l'époque, là, je crois que c'était le 12 août ou mi-août, il est pas du tout en phase 3, donc c'est pas du tout, c'est pas du tout un vaccin qui est utilisable, efficace et qu'on peut répliquer. Simplement, on se retrouve ce jour-là, ce matin-là, à dire bon, qu'est-ce qu'on fait? On va appeler notre correspondant en Russie, on va faire gaffe, on va appeler les chercheurs et on va essayer là encore, une fois encore, mettre la pédale de frein pour essayer d'expliquer un peu quels sont les enjeux derrière. Et sur ce point-là, le vaccin, sachant qu'il y a plein de sujets aussi qui sont la question des vaccins, la question des traitements, la question des publications. Il y a un phénomène aussi qui s'accélère, et nous on l'écrit dans le journal Le Monde, et j'imagine que c'est un peu pareil aussi dans les autres journaux, dans les autres médias. On parle de plus en plus des préprints. Les préprints, c'est les publications qui sont mises en ligne avant d'avoir reçu l'expertise, et donc dans les publications qui sont ensuite mises donc dans les grands canaux scientifiques, il y a une revue par les pairs qui vont être donc un phénomène d'évaluation par des experts qui vont demander d'ailleurs des corrections, des précisions sur les papiers. Ce travail-là se fait toujours, mais simplement comme les délais sont raccourcis et que l'attente est phénoménale, on passe de plus en plus de préprints, donc de publications qu'on met en ligne, alors qu'elles ne sont pas totalement finalisées. Et il y a aussi un grand débat dans le monde de la recherche en ce moment entre les chercheurs qui disent c'est bien, ça met dans le débat public ces questions de santé publique, ces questions majeures, et d'autres experts, médecins ou autres, qui disent non, parce que pour le coup, on expose aussi aux réseaux sociaux ou à des mécanismes de simplification des sujets qui sont très compliqués et qui n'ont pas été totalement arbitrés par les scientifiques. Depuis hier, et c'est vrai que c'est un petit peu dans l'actualité, on parle beaucoup d'éducation scientifique, d'agence également en ce qui concerne les sciences. L'éducation scientifique est toujours à refaire, vous dites Yves Gingras, car il y aura toujours des gourous qui vont arriver avec des remèdes miracles. Vous faites référence même au snake oil, aux US, l'huile de serpent qui guérit de tout. Oui, ça c'est un peu inévitable parce qu'on vient de le dire, les gens veulent de la certitude. Mais l'erreur à ne pas faire, et qu'à mon avis les scientifiques font constamment, c'est de se dire, ah ok, plus d'éducation, parce que quand on va expliquer aux gens par l'éducation, ils vont comprendre. Mais ça, les sociologues savent depuis plus de 30 ans que paradoxalement, plus d'éducation est aussi corrélée à plus de croyances douteuses comme l'homéopathie. Parce que les gens plus éduqués disent « oui, je suis allé sur Internet, j'ai vérifié, on ne me le fera pas, je suis capable de savoir quand est-ce prendre un vaccin, je ne suis quand même pas un inculte. » Et donc, paradoxalement, ceux qui défendent les bizarreries sont des gens souvent bien éduqués, ce ne sont pas des ignorants. Au contraire, des gens d'origine pauvre sont souvent très tranquilles et écoutent ce que le médecin lui dit et se dit, bien, c'est lui l'expert. Donc, plus les gens sont éduqués, paradoxalement, plus ils bouffent de l'homéopathie et de l'huile de serpent, alors qu'on devrait s'attendre au contraire. Ce n'est pas de dire qu'il ne faut pas de l'éducation, mais c'est de dire qu'attention, cela ne suffit pas. Je voudrais dire un mot sur les revues, parce que pour les journalistes,
c'est quelque chose de nouveau et mais qui est très important. Si on remonte il y a une dizaine d'années, les choses étaient relativement simples. Vous lisiez Nature, New England Journal, Science, The Lancet, et le travail d'évaluation par les pairs avait été fait. Bien sûr, il y a des articles qui étaient rétractés de temps en temps, mais que c'était quand même assez bien contrôlé. Aujourd'hui, avec Internet, avec les médias sociaux numériques, on a des revues électroniques et surtout, on vient depuis 3-4 ans, disons, BioArchive et medRxiv, qui sont les réseaux de préprint qu'on vient de décrire, c'est-à-dire des articles mis sur le web qui ne sont pas évalués, mais que les journalistes ont de la difficulté à ne pas reprendre. Et même une revue comme Nature et Science, que je lis à chaque semaine, reprend, et je le disais encore hier, des préprints en disant « c'est un résultat préliminaire, il n'a pas été évalué par les pairs, mais voici ce qu'il dit ». Or là, on est dans la blague, parce qu'on le dit tout en disant qu'on ne le dit pas, et là, il est trop tard. Parce que si on fait circuler ça, il est démontré que pour annuler sur les réseaux une fausseté, c'est quasiment impossible. Il faut 10 fois plus de travail lorsqu'une fausseté est diffusée sur Internet pour annuler cette fausseté-là. Le problème avec BioArchive et medRxiv, c'est qu'ils ont copié les physiciens. En 1991, les physiciens ont créé le système Archive, qui est un système de préprint numérique. Le problème, c'est que la physique, si on vous dit, comme c'est arrivé il y a 7-8 ans, qu'on a trouvé un neutrino qui va plus vite que la vitesse de la lumière, et on s'est trompé, c'est pas grave. Il n'y a pas de conséquences sociales que des physiciens aient publié trop vite un article sur les neutrinos. Ou si on vous dit qu'il y a une controverse sur l'âge de l'univers dans Archive, c'est pas grave. Mais si on publie des articles qui touchent la santé publique dans des revues non évaluées par les pairs, ça me semble totalement absurde. Parce qu'il est trop tard. On l'a mis sur un site et ça ne sera pas retiré. Donc, personnellement, je suis un peu radical. Je crois que tout ce qui s'écrit sur BioArchive ne devrait pas sortir de BioArchive. Simon et Leïla. Ça apparaîtra dans Nature. Pardonnez-moi Yves, parce que Simon et Leïla ici à Tours souhaitent réagir à ce que vous dites tout de suite là. Non, je voulais juste compléter ce que dit M. Gingras sur un exemple que vous avez peut-être en tête et qui est intéressant, en tout cas sans taper trop fort sur la revue en question, donc The Lancet. Pour montrer aussi les implications, voilà. Et d'ailleurs, ça rejoint aussi un peu la question de l'éducation, c'est-à-dire que ces revues très renommées comme The Lancet, Nature, Science et d'autres participent aussi d'une certaine manière de la crédibilité et même de l'éducation sur ces questions scientifiques. The Lancet s'est pris les pieds dans le tapis, là c'était au mois de mai, en publiant le 22 mai une étude co-signée donc trois co-auteurs. Qui en fait corrobore, alors on revient sur l'hydroxychloroquine chère à Didier Raoult, et qui parle des effets justement d'effets négatifs de l'hydroxychloroquine associée à un antibiotique, donc un effet négatif sur les patients atteints de forme sévère du Covid. Bon, premier problème qu'on va découvrir après et qui va amener, alors on parlait de rétractation, un phénomène qui a lieu très rarement dans la revue scientifique, c'est The Lancet au début du mois de juin va rétracter, va retirer carrément l'article du site. Mais au-delà, pourquoi ? Parce que l'équipe de The Lancet s'est rendu compte un peu tardivement que les chercheurs en question se basent sur une base de données qui s'appelle Surgisphere, qui est une base de données américaine. C'est un chercheur, un médecin et un entrepreneur américain qui a mis en place cette base de données, et donc dans l'étude est étayée sur le cas de 96 000 patients, qui seraient donc 96 000 patients issus de, je crois, près de 200 hôpitaux du monde entier. Donc en fait, ça semblerait montrer que cette étude, elle est très étayée puisqu'elle est fondée sur un panel de patients très large. En l'occurrence, on s'est rendu compte assez vite qu'on n'arrive pas à avoir des données précises sur ces patients, et on ne sait pas si ces chiffres sont surévalués ou pas. Donc il y a le problème de fond, c'est-à-dire que dans cette course à la publication, et qui est aussi une course concurrentielle entre les revues, The Lancet a été un peu
vite. Mais l'autre aspect des choses, c'est ce que disait Monsieur Gingras sur les conséquences de ce type de papier. C'est pas un papier sur le trou noir ou voilà, ou un phénomène plutôt spatial, etc. C'est sur la santé publique. Exactement. C'est-à-dire que le lendemain, il s'agit d'êtres humains. Le lendemain, la Direction générale de la santé en France demande au Haut Conseil pour la santé publique d'émettre un avis pour s'assurer, pour voir si cette thèse de l'hydroxychloroquine avec des effets collatéraux dangereux est valide. Et si oui, et c'est ce qui va se passer, et si oui, retirer l'hydroxychloroquine. Alors jusqu'à présent, c'était très encadré en milieu hospitalier, mais quelques jours plus tard, la France va retirer tout simplement l'autorisation de l'hydroxychloroquine. On est donc le lendemain de la publication des 27. Le surlendemain, donc je crois que c'est le 24 probablement, l'OMS suspend son protocole avec de l'hydroxychloroquine dans un vaste essai clinique qui s'appelle Solidarity. Donc voilà, c'est-à-dire il y a ces questions d'accélération du temps de la science, de vérification qui se fait avec des lacunes ou des problèmes méthodologiques, mais il y a aussi toutes les applications très concrètes, sanitaires, politiques de ces décisions. Et dans ce contexte, que peut apporter le journaliste? En fait, on est dans une vraie question sur qu'est-ce que l'information que peut apporter un journaliste. Tu l'as dit, tu dis le matin, bon, quand il y a une étude qui est publiée, on est un journal quotidien, donc on doit en rendre compte, on a conscience de la nécessité de prendre du recul. Quels moyens on a de le faire? Doit-on présenter platement les choses pour y revenir la fois d'après? Quand on parle de binaire, en fait, c'est bien plus complexe que ça. C'est parce que les papiers qui disent lui il dit blanc, lui il dit noir, moi je pense qu'ils sont extrêmement dangereux parce qu'ils mettent tout au même niveau. Donc échapper à la culture du binaire, c'est aussi ça. Prendre le recul suffisant dans un contexte où je pense qu'on peut tous le dire ici, on va aller chercher l'information rapidement et la lire le plus vite possible. Donc cette course dont on parle, cette concurrence entre les revues et les publications d'articles, on la ressent aussi nous journalistes, parce que, et notamment dans ce moment très particulier qu'il y a eu et qu'on vit encore, où on a fait des audiences web exceptionnelles, tous, ça a dopé la lecture. On avait aussi un enjeu de réponse à la demande des lecteurs. Et c'est extrêmement complexe, je pense. Qu'est-ce qui compte le plus? Doit-on être présent absolument sur un sujet, même si on estime qu'on n'a pas encore le recul suffisant pour le traiter? Et quand doit être présent? Parce qu'après tout, parfois, ça réclame quand même un boulot. Le deuxième sujet que ça pose, à mon avis, sur cette culture du binaire, c'est la question des journalistes spécialisés sur un sujet et des journalistes généralistes. Alors, avec à la fois sur les journalistes spécialisés une force extrême qui est la capacité à comprendre un sujet, parce que c'est des sujets, enfin on le voit bien, c'est des sujets hyper complexes, mais aussi pour certains l'incapacité à se sortir de joutes scientifiques. Moi j'ai découvert au moment du confinement la violence des joutes scientifiques. J'en ai parlé à un confrère qui me dit, mais enfin, Pasteur et Koch, bacille de Koch. Et du coup, je suis allée chercher. Et effectivement, mais ça, nous, on le voit pas. Enfin, nous, je parle de nous tous. On le voit pas. On l'a découvert là. Et le journaliste, dans cette dimension binaire, puisque alors là, quand il s'oppose, c'est pas avec des fleurs. Donc, dans cette opposition binaire, comment peut se positionner le journaliste? Moi, je rends hommage aux journalistes scientifiques pour leur travail. Je pense que les journalistes généralistes, nous avons la nécessité d'un recul et d'un examen des pratiques. Je ne vous donnerai pas de nom, je peux citer quand même un journaliste scientifique qui s'est mis en scène sur comment la chloroquine m'a guéri en 7 jours. Donc le piège du binaire, à mon avis, est énorme. Des politiques aussi l'ont fait, d'ailleurs, en l'occurrence. Bien sûr. J'aimerais apporter un petit peu de l'eau à notre moulin et faire avancer un peu le débat. Et j'aimerais qu'on écoute ensemble un sociologue, Gérald Bronner. Je ne sais pas si vous le connaissez, Yves. Très bien. C'est un ami.
mais c'est un signe saillant et très inquiétant du temps présent. Ça sera un peu le sujet de mon prochain livre, donc je ne veux pas dévoiler cela, mais qui sort en janvier. Mais c'est tout à fait, effectivement, tout à fait pertinent comme remarque. C'est ce que certains ont appelé un peu du populisme scientifique, mais quand il dit tout simplement « faites un sondage entre Véran et moi », et on verra bien qui a raison, parce qu'il l'a déclaré aussi dans une interview, eh bien cela veut dire qu'il renie avec ce genre de déclaration toute la déontologie scientifique, puisque la science est démocratique parce que chacun pourrait en faire s'il utilise des bonnes méthodes, mais elle n'est pas démocratique en ce sens que les vérités scientifiques se votent, ou se votent à l'applaudimètre, n'est-ce pas ? On ne vote pas sur la valeur de pi, ça n'a pas de sens, quoi. Et donc, mais par contre c'est démocratique, si on veut dire par là que oui, tout le monde peut comprendre, il suffit de se donner les moyens, parfois c'est un peu compliqué, mais je veux dire, par exemple, un certain nombre de résultats épidémiologiques, si on peut comprendre un peu, sans entrer dans le détail statistique, c'est possible pour tout le monde d'une certaine façon. C'est pas une forme d'aristocratie intellectuelle, ça ne va pas faire de vous un scientifique, mais vous pouvez comprendre l'information scientifique, surtout si les scientifiques font l'effort de vous l'expliquer. Mais le professeur Raoult, on l'a bien vu, utilisait plutôt des arguments d'autorité. Vous ne comprenez pas, c'est-à-dire qu'il ne répondait pas en l'occurrence à des questions très pertinentes, parfois des journalistes, sur la question de la taille des échantillons, etc. Je veux dire, il peut dire ce qu'il veut, moi j'enseigne les statistiques, il n'y a pas besoin d'être médecin pour comprendre qu'il y a un problème avec ces méthodes, quoi, de ne pas fonctionner ni en double aveugle, ni avec randomisation de ces échantillons. Et là où c'est très coupable, c'est qu'il le sait très bien, parce qu'en effet c'est un grand professeur de médecine. Il a publié, etc., dans Science. Bon, après, il y a toute une controverse autour de ses publications, mais personne ne peut lui contester que c'est un vrai médecin, un vrai chercheur et qui connaît le terrain. Mais à un moment donné, on en a, c'est ça, c'est redoutable parce qu'on a toujours des gens comme ça. Ce qu'on appelle l'effet de blouse blanche. Regardez le nombre de prix Nobel qui se mettent à raconter n'importe quoi, y compris dans cette affaire, comme le professeur Montagnier. En fait, il faut se rappeler que être scientifique, c'est pas du tout un diplôme. Le fait d'avoir un diplôme ne fait pas de vous un scientifique à tous les moments de la vie. Ce qui va faire que vous êtes un scientifique, c'est la méthode que vous allez utiliser. C'est pour ça que je disais que c'était démocratique, la science. Il suffit d'utiliser une bonne méthode. Ok, quelquefois il faut une formation, mais admettons qu'on puisse tous se former. N'importe qui pourrait faire de la science, mais il ne faut pas en faire n'importe comment. Ce n'est pas parce que n'importe qui peut en faire qu'on en fait n'importe comment. Et ce n'est pas parce qu'on n'est pas n'importe qui qu'on a le droit de faire de la science n'importe comment. Parce que ce n'est plus de la science, tout simplement, quoi. Donc on peut être facilement frappé de déchéance de rationalité. Ouais. Donc l'effet blouse blanche, ce n'est pas parce que l'on n'est pas n'importe qui que l'on a le droit de faire de la science n'importe comment. Je voudrais voir si nous avons de nouveau là, et toujours la liaison avec Yves Gingras. Vous avez entendu Gérald Bronner, Yves? Gérald est un ami, mais malheureusement, je n'ai pas entendu le son de tout ce qu'il a dit, mais je connais un peu ce qu'il pense et on l'a indiqué un peu tantôt, c'est que c'est difficile pour les journalistes de ne pas écouter la parole qui se dit autorisée. C'est là la difficulté, c'est qu'il faut développer des réflexes qui ne sont pas évidents. Par exemple, il y a un élément que je voulais mentionner rapidement qu'on n'a pas nommé, mais qui, à mon avis, est crucial de réflexe du journaliste, c'est quand on parle de revue scientifique. J'ai fait un texte dans La Conversation qui montrait que la revue dans laquelle Raoult fait paraître ses travaux, ou un certain nombre de ses travaux, c'est une revue qu'il contrôle et que l'évaluation de son article s'est faite en 24 heures. Donc, il faut aussi se demander combien de temps a pris la revue à évaluer. Lorsqu'une revue fait paraître un article 24 après la soumission, ça veut dire qu'il n'a pas été relu. Donc, c'est compliqué les revues, mais il faut faire enquête. Comme on fait enquête sur tout, il faut faire enquête sur les revues elles-mêmes. Et il y a des revues dans lesquelles Raoult a fait paraître 80 articles la même année. C'est du jamais vu dans le monde savant. Hein? On ne peut pas avoir 80 articles la même année dans une revue. Donc, il faut que la cloche sonne quand on voit ces bizarreries-là de sociologie des sciences. Donc, un peu comprendre la dynamique de la science, la temporalité, mais aussi le contrôle des revues savantes et le prestige relatif des revues qui nous donne une idée de la solidité probable des résultats.
Yves, Simon veut intervenir ici à Tours. Juste par rapport à ce que disait Yves sur notamment cette question de profusion d'articles dans les revues. Didier Raoult est le chercheur français qui le publie le plus dans les revues scientifiques. On avait fait un petit calcul dans le journal. C'est une base de données qui est connue, qui s'appelle Scopus, qui recense donc les articles signés des différents chercheurs. Et je crois qu'il y a plus de 2018 articles de Raoult sur une période qui va de 1979 à 2016, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est le plus prolixe des chercheurs. Sachant qu'il y a un autre élément, je mets juste en perspective, sans porter d'accusation, mais qu'un autre élément d'éclairage intéressant, c'est qu'une partie du budget alloué aux établissements hospitaliers, aux établissements de santé, dépend des publications des équipes de ces établissements. Donc voilà, publier beaucoup, ça peut aussi avoir un impact médiatique, certes, scientifique plus contestable et un impact financier. Et sinon, autre chose sur le cas de Didier Raoult, effectivement, bon, par ailleurs, nous, j'imagine les autres journaux aussi, hein, mais on lui donne la parole parfois, et parfois pas. Pour répondre à Leïla, il nous arrive parfois, même si moi ça peut un peu me frustrer, etc., qu'on me dise, en discutant avec l'équipe sciences ou sciences et santé, ben non, cette publi, on va pas la faire. On va pas la faire parce que c'est une publi qui est trop fragile, c'est pas clair. Et d'ailleurs, ce qui est vrai pour la pandémie aujourd'hui, c'est vrai aussi d'ailleurs sur d'autres sujets plus planètes, c'est-à-dire sur la biodiversité, sur le climat. Il y a un nombre phénoménal de publications sur le Groenland en ce moment. Ok, mais bon, il faut faire un peu le tri entre les choses les plus abouties et celles qui ne le sont pas. Donc des fois, on ne publie pas. Voilà, on décide d'écarter le truc. L'autre chose, c'est que par rapport donc à Didier Raoult, dont on a publié au moins une, voire plusieurs tribunes, en tout cas au moins une tribune, il le sait très bien. C'est pour ça que quand on parlait, Yves Gingras parlait de méthode, et les questions que doivent se poser les journalistes scientifiques face à des chercheurs comme lui ou d'autres, c'est qu'il y a quand même des aspects de méthode qui sont cruciaux par rapport à ça. Et quand Didier Raoult refuse de donner accès à ces données, refuse de faire le principe qui est le principe un peu qui fait foi en matière d'études épidémiques, c'est-à-dire faire une étude randomisée en double aveugle. Grosso modo, on prend deux catégories de malades. On va à l'une administrer la molécule, à l'autre administrer un placebo, et ni les patients ni les soignants sont au courant du traitement qui a été donné. C'est, semble-t-il, le seul moyen efficace de rendre compte de l'efficience d'une molécule. Ça, par exemple, en l'occurrence, Raoult dit non, mais ça, c'est des trucs de chercheurs un peu old school, j'ai pas besoin de ça. Si. Je crois que la science a besoin de protocoles extrêmement clairs et longs pour arriver à valider les hypothèses. Pour trouver un consensus, la recherche chez du consensus. Yves Gingras, les communicateurs scientifiques, c'est quelque chose dont vous parlez assez régulièrement. C'est vrai qu'ici, en France, je ne sais pas si c'est passé également au Québec, au Canada, on a eu un problème en ce qui concerne l'expertise des experts. On parlait dans les médias, et puis ce n'était pas toujours des bons propos, en tous les cas les propos que l'on voulait entendre et qui étaient justes surtout. Comment trouver de bons experts et l'expertise scientifique et la communication scientifique? Oui, c'est une question cruciale, très difficile. C'est qu'on entend depuis, bien sûr, mars et février, le mot expert comme jamais. Si on faisait une étude, on verrait que le mot expert, maintenant, il est partout. Tout le monde dit qu'il nous faut des experts. Oui, le problème, c'est comment on reconnaît les experts. Comme je vous ai dit, on peut considérer Luc Montagnier, prix Nobel de médecine, comme un expert. Mais c'est là que c'est difficile. Donc, il faut chercher un consensus. Et là, il faut aller voir des gens de propriétés différentes qui vont soit dire, oui, on est tous d'accord que lui, il ne déconne pas, et qui a une personnalité aussi un peu centriste, qui va être capable non pas de dire, oui, voici ce qu'il faut faire, c'est simple, mais qui va dire, c'est compliqué. Donc, choisir les bons experts, ça prend du tact et c'est difficile. Parce qu'il y a des gens qui, sous base d'experts, ensuite passent leur position individuelle. Mais il faut que minimalement, il y ait une expertise. Par exemple, vous savez, en France, là, je vais me permettre de le mentionner, depuis quelques mois, on voit un sociologue qui s'appelle Laurent Mucchielli, qui, historiquement, n'a jamais travaillé sérieusement sur les sciences, n'est pas un sociologue des sciences, qui se met à se mêler de dire que
que l'hydroxychloroquine, c'est efficace, et il prend la défense de Didier Raoult. Bien, cet individu-là est un sociologue de la déviance, au mieux, mais n'est pas un sociologue des sciences, et on ne comprend pas qu'il puisse, au nom de sa sociologie, se mélanger avec un débat qui relève d'une expertise compliquée à l'échelle internationale, qui est de déterminer l'efficience d'un vaccin ou l'efficience d'une molécule. Donc, le journaliste a une tâche difficile de trouver des gens équilibrés qui vont essayer d'être ici au Québec. J'écoute la télé, on a 4-5 experts. Un d'entre eux, à mon avis, ne devrait pas être autant interviewé parce que c'est un ancien élu, c'est un ancien membre du Parlement qui est médecin, mais qui défend des thèses assez peu hétérodoxes. Mais on l'écoute à la télé parce qu'on l'a connu comme élu et maintenant il est un simple médecin. Et moi, je trouve bizarre qu'il y ait un poste de télé qui l'interviewe à chaque semaine. Mais bon, donc oui, c'est difficile et je n'ai pas de recette miracle, mais minimalement d'aller voir si la moyenne des 4-5 médecins pourrait confirmer que celui qui passe à la télé dit des choses qui reflètent le consensus de la communauté au temps T1. Pas au temps du futur, mais au temps d'aujourd'hui, qui va changer dans 3 mois, comme on vient de le dire, parce qu'on connaît encore peu de choses sur le virus. Merci Yves. Alors le mot de la fin, parce que l'heure tourne, hein, Leïla de Comarmont. Oui. J'aimerais vous entendre sur les experts peut-être, parce que vous m'avez dit en préparant ce débat que ça posait un problème de pratique journalistique, hein, ce choix des experts. Mais le mot de la fin sur cette fabrique du binaire. C'est extrêmement complexe cette question des experts parce que le travail du journaliste, ça n'est pas de trouver des gens équilibrés, c'est de trouver des gens qui lui donnent des informations avec un point de vue et qui lui sont utiles pour construire un article qui permette un décryptage de l'actualité. Alors l'information scientifique est spécifique, mais on l'a vu, les controverses scientifiques sont aussi une réalité qu'on doit prendre en compte en tant que journaliste. Il n'y a pas une vérité, et quand on est dans des périodes d'incertitude, il n'y a pas une vérité, effectivement. Et donc notre travail d'information, il est extrêmement complexe à faire, puisque c'est à nous de trouver les bons interlocuteurs, les bons experts, peut-être au pluriel, peut-être au pluriel. Leïla de Comarmont, Simon Roger, Yves Gingras, merci infiniment d'être intervenus. Et Yves, vous me mettez une poutine et un chien chaud du côté de Boulevard Saint-Laurent et de la rue Sainte-Catherine. Hein. Ça me ferait bien plaisir. Et à très vite, on viendra vous voir après l'hiver. Merci. Très bien, merci beaucoup.